pour un coach qui jusqu'à maintenant n'utilisait pas du tout le RPE, qui voudrait l'intégrer, qui avait soit l'habitude de se baser sur des pourcentages, soit l'habitude de se baser sur d'autres mesures en endurance, comment tu conseillerais de l'intégrer, de le combiner ou de commencer à le mettre en place? Déjà, comprendre comment ça fonctionne, comprendre que c'est une mesure qui est fiable, comprendre que c'est tout aussi important que la part objective, ça va être la première réalisation à avoir. Et accepter le fait que bosser avec du subjectif, c'est très très important au final, parce qu'encore une fois, les gens avec qui tu bosses, c'est pas des machines. Et toi, tu te dis que ce pourcentage-là, il va passer, mais selon le jour, ça passe pas. Ou alors, ce pourcentage-là passe pour une personne, mais peut-être pas pour une autre. Parce que c'est pas le même profil, parce qu'ils n'ont pas les mêmes antécédents sportifs, ils sont pas faits pareil. Si on pense à ce spectre athlétique du profil puissant et du profil endurant, on n'a pas tous les mêmes prédispositions musculaires, neuromusculaires, énergétiques. Et donc, le RPE permet de lisser un petit peu ces choses-là parce que, encore une fois, si tu as une population avec qui tu travailles qui est homogène, tu n'as que des bonhommes entre 16 et 19 ans qui font 70-75 kilos, 1 m 75, 1 m 80, tous des coureurs, eh ben, il y a de grandes chances qu'ils aient des profils qui soient assez homogènes aussi. Et donc, tes prescriptions de pourcentage ou de choses comme ça vont plutôt bien marché. Mais si tu as des populations qui sont très très diverses, eh ben, là, ça peut être intéressant justement de ne pas être trop rattaché à ces pourcentages qui vont marcher pour certains, mais qui peuvent être complètement à côté de la plaque pour d'autres. Et après, je pense le mieux, vraiment c'est de combiner, hein. L'idée, c'est pas de remplacer ce qu'on faisait avant avec le RPE. L'idée, c'est de venir rajouter cette composante de ressenti et le premier truc que le coach va devoir faire, avant même de l'intégrer dans les séances, c'est l'enseigner aux personnes qui l'encadrent. C'est-à-dire que ça se coach le ressenti. Et c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, ça devrait. Mais donc c'est quelque chose qu'on doit développer et qu'on doit aider les gens à développer en eux. Et pour ça, eh ben, simplement poser la question. Poser la question, quelle était la difficulté de ta répétition là-dessus? Combien de reps tu penses qu'il te restait en réserve? Et une chose qui aide beaucoup, c'est d'ancrer le 10. Ce que je veux dire par là, c'est si la personne n'a pas de notion sur le RPE, notamment sur l'endurance, il faut ancrer le 10 sur 10, il faut ancrer le RPE 10 sur quelque chose qui est soit connu, soit imaginable. Donc, par exemple, quand je fais passer les tests physio aux sportifs avec lesquels je bosse, on va avoir un protocole qui est sur 4 minutes de travail, 1 minute de repos, et chaque palier, on monte d'un cran en termes d'intensité jusqu'à arriver à l'échec. Donc, si on fait ce test sur le vélo, on va typiquement commencer à quelque chose de très facile, sur 1 sur 10, et on va monter progressivement. Les sauts qu'on va faire en watts vont varier selon, encore une fois, selon la personne et selon leur niveau. Mais ce que je dis toujours avant de commencer le test, c'est que, en gros, quand tu pourras plus soit terminer le palier, soit passer au palier suivant, il y aura forcément un paramètre de ton RPE qui sera à 10. Peut-être que c'est les jambes, peut-être c'est la respiration, peut-être c'est les deux. Mais en gros, RPE 10 sur ce qu'on va faire là, c'est les 4 minutes les plus dures que tu puisses faire sur le vélo. Et c'est pas l'effort le plus dur que tu as fait dans ta vie, parce que tu es allé faire un trail dans l'Himalaya ou parce que tu as fait un RM de dingue sur un squat. C'est vraiment contextualiser l'effort et se dire que le RPE 10 sur ce test-là, il est basé sur 4 minutes le plus fort possible sur le vélo. Et ça, c'est ton RPE 10. Et après, forcément, tout le reste se décline en dessous. Et souvent, ça aide d'avoir ce visuel du 10 sur 10 si on n'a pas de notion et qu'on n'a pas vraiment de pratique avec ça. Et après, pour le coach aussi qui va le mettre en place et qui va essayer de l'enseigner, c'est comprendre comment les différents niveaux de difficulté vont se manifester. Si on parle du côté endurance, eh ben, on peut conceptualiser le fait que pour la majorité des gens, jusqu'à environ 4 sur 10, on ne va pas vraiment voir de répercussions sur la respiration. C'est-à-dire que si la personne est en train de faire son effort de type endurance sur quelques minutes et qu'on lui parle et qu'elle peut nous répondre et qu'elle fait des grandes phrases et qu'il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, on est certainement en dessous de 4. Entre 4 et 7, on va avoir une atteinte progressivement plus importante de la respiration. Je dirais que ce sera une respiration qui sera plus soutenue mais soutenable.
C'est-à-dire que la personne respire plus fort, mais arrive quand même à faire des phrases. Forcément, entre 4 et 7, c'est un spectre. Donc à 4, 5, eh ben, ce sera un léger essoufflement. À 6, 7, ce sera déjà plus prononcé. On va faire des phrases beaucoup plus courtes, peut-être quelques mots à la fois. Et typiquement, à partir de 8 et au-delà, on va vraiment avoir parfois même une hyperventilation, c'est une perte de contrôle de la respiration. Et ça, c'est assez flagrant, typiquement, cette transition entre le 7 et le 8, dans le sens où tu passes littéralement ce qu'on appelle en endurance le deuxième seuil. Donc, tu passes d'un état interne qui est soutenable à un état interne qui tend vers l'échec. Et donc, ça, c'est plus du tout le même type d'effort. Et ça, c'est intéressant pour le coach qui veut mettre ça en place, d'apprendre à observer ces nuances. Et ben, poser la question et toujours poser des questions pour comparer à ce que la personne a déjà fait. Par exemple, il y en a qui vont te dire, il y en a qui vont s'arrêter, qui vont même pas pouvoir finir l'intervalle que tu leur as donné, qui vont te dire, ouais, c'était un 7/10. Ben non, parce que si tu arrives à l'échec ou si c'est le plus fort que tu puisses faire là sur le moment, il y a forcément un 10 quelque part, parce que c'est comme ça que fonctionne l'échelle. Donc toujours poser la question, des fois comparer à ce que la personne a déjà fait dans le passé, pour soit leur montrer qu'ils sous-évaluent leur ressenti par rapport à cet effort maximal, soit qu'ils le surévaluent pour des personnes qui ne seraient pas habituées à se pousser à l'entraînement. Et ben, on va souvent voir des gens qui disent ouais, je suis à 9/10 alors qu'ils te font encore des grandes phrases, simplement qu'ils ne sont pas habitués à pousser fort. Ouais. Donc typiquement des gens qui peut-être viennent de commencer à s'entraîner ou qui n'ont pas un background dans le sport, ben, tout va leur paraître très très difficile. Donc ça, faut relativiser aussi. Et souvent, moi, ce que je faisais dans ce cas-là, notamment en force, dans le travail de renforcement, eh ben, on arrivait, il faisait une série, c'est oh ouais, c'était sûrement, j'avais peut-être 2 reps en réserve. Ben, la série d'après, tu fais 3 reps de plus et tu leur montres que non, en fait, ils avaient beaucoup plus que ces 2 reps en réserve. Donc simplement faire, mesurer ou qualifier l'effort et ensuite refaire derrière avec un peu plus ou un peu moins permet souvent d'ajuster et de devenir plus précis avec son ressenti au niveau de ce qu'on a fait. Donc pour moi, c'est ça la plus grosse partie, c'est une partie d'éducation qu'on doit faire avec les gens qu'on entraîne, leur expliquer pourquoi c'est pertinent, leur expliquer pourquoi c'est utile, leur expliquer pourquoi ça va les aider et pourquoi ça va t'aider toi aussi dans le travail que tu fais avec eux. Donc ça, ce serait la première chose à faire. Ok, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que le fait, comme tu dis, que c'est pas tous les facteurs qui vont arriver à saturation en même temps et qu'on va pas avoir en même temps une explosion des jambes, du cardio, du mental Mm. forcément, mais qu'il y a un facteur limitant et que c'est ça en fait qu'on essaye de mesurer. Et je pense que ce côté éducation, il est ultra important aussi par rapport au, comme tu dis, ben, comprendre l'intérêt pour avoir l'adhésion aussi du sportif et comprendre qu'il n'y a pas de peur de mal noter. Je serais curieuse de savoir un peu, tu vois, les idées reçues que tu rencontres ou que tu entends à ce sujet-là. Je sais qu'une des premières idées reçues que j'ai eues, une des premières pensées, c'était, mais est-ce que ça a effectivement de la valeur parce que c'est subjectif? Est-ce que je peux mal noter? Alors oui et non, du coup, ce que tu nous disais quelque part, c'est subjectif, donc c'est par rapport à soi. Et pour autant, c'est aussi quelque chose qui se développe et qui s'affine au fur et à mesure, j'imagine qu'on le met en place. Et c'est intéressant, comme tu dis, je pense, d'avoir des marques, une notion un petit peu des deux extrêmes pour déjà réussir à resserrer un petit peu l'étau, la largeur en gros de la notation qui est possible de ressentir.